Bonsoir, bonsoir à tous. Alors il fut un temps où lorsque nous entendions parler d'épidémie, nous pensions que ça ne pouvait pas nous toucher, que ça ne pouvait pas dépasser les limites géographiques de son foyer d'émergence. Mais comme on dit, ça, c'était avant. La Covid-19 nous a formaté. Le virus est passé d'une épidémie, d'un foyer localisé géographiquement, à une pandémie, c'est-à-dire à une propagation qui fait tache d'huile et qui touche la planète entière. Mais alors, même que le monde est aux prises avec la Covid-19, nous entendons parler d'une résurgence de l'épidémie d'Ebola au Congo et en Guinée et du virus Nipah en Asie. Nous vivons actuellement une forme de stress post-traumatique et dès lors que nous entendons parler de virus, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est ça, eh bien un besoin d'information s'active. Alors ce soir, je vous propose de prendre un peu de recul face au sensationnalisme médiatique et de parler de tout cela avec beaucoup de clarté et de bienveillance en compagnie du professeur Abdel Fattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Bonsoir professeur, comment ça va ? Bonsoir, ça va, merci, et vous ? Bien, merci, un plaisir de vous avoir. Alors, première question, professeur Abdel Fattah, est-ce que les virus sont plus virulents qu'avant ou bien c'est un leurre d'avoir pensé que depuis la grippe espagnole, nous étions complètement protégés ? En fait, il y a les deux. Premièrement, donc, les êtres humains se sont dit, après l'éradication de l'épidémie de la variole, que ça y est, c'est terminé. L'homme est capable d'éradiquer des maladies infectieuses. On est arrivé à un stade où beaucoup de services de maladies infectieuses étaient en train de fermer. Heureusement qu'il y a eu l'apparition du virus de sida, le diagnostic du premier cas en 1981 qui a rappelé l'être humain à l'ordre. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on ne peut jamais, d'ailleurs c'est la réalité, on ne peut jamais se débarrasser des virus, des bactéries, des champignons et des parasites, parce que de toute façon, ce sont des êtres vivants qui existaient avant l'apparition de l'être humain. Et on est obligé de cohabiter avec eux, on est obligé de les respecter. Alors, la deuxième chose que vous avez évoquée, effectivement, donc, il y a eu le non-respect de l'être humain de ses voisins, qui sont les virus, les champignons, les parasites et les bactéries, ce qui a entraîné malheureusement beaucoup d'épidémies et beaucoup de pandémies. Alors, quand vous dites, professeur, il faut apprendre à respecter les virus, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette souche initiale de la Covid mute et donne des virus aussi, on va dire, aussi virulents? Qu'est-ce que nous, les humains, avons fait pour que ce virus se transforme en pandémie? Alors, c'est très simple. Quand je parle de respect, c'est premièrement le respect du territoire. Les virus, les bactéries et les champignons, les parasites, on peut résumer ça sous forme de dire les germes, vivent dans un territoire et l'être humain il doit respecter le territoire de l'autre, et notamment des germes. Alors ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'avec la déforestation d'une part, avec les constructions anarchiques au bord des forêts d'autre part, avec l'extension des villes, ce qui est catastrophique, donc on a empiété sur les territoires de l'autre. Le territoire de l'autre, c'est premièrement la forêt, deuxièmement certains animaux. Par exemple, on prend le coronavirus. Le coronavirus, il vit dans le corps de chauve-souris. Et les chauves-souris, ils ont besoin d'avoir un territoire à eux où ils vont vivre. Alors, quand il y a eu, par exemple, l'extension des habitats et l'extension de l'activité humaine au niveau du territoire des chauves-souris, destruction de l'habitat des chauves-souris, et par conséquent, les chauves-souris étant affamées, ils sont venus dans les villes chercher des aliments. Et quand ils faisaient leurs besoins, leur déjection était remplie de virus. Donc ils ont contaminé des aliments, ils ont contaminé les êtres humains, ils ont contaminé en fait tout un environnement. Je crois qu'il est important de parler d'écologie, ça veut dire qu'il y a l'écologie de l'être humain, il y a l'écologie des autres, et on doit avoir un respect mutuel des écologies.
Alors, justement, on voit certains pays voisins lutter actuellement en parallèle avec la Covid contre la résurgence d'Ebola. Est-ce que, vu l'expérience Covid, est-ce que le Maroc scrute l'évolution de ce virus également? Tout à fait. Ebola, c'est exactement la même chose, ce qu'on est en train de dire. Ebola est venu du non-respect du territoire du singe, tout simplement. Parce que le virus, il est dans le singe, et quand certaines personnes ont commencé à manger les singes, à chasser les singes, etc., donc il y a eu plein d'épidémies d'Ebola depuis 1976. Alors le Maroc, effectivement, donc il a un plan de riposte contre Ebola qu'il a activé depuis 1913. C'est un très bon plan, d'ailleurs, qui a très, très bien marché, parce que vous vous rappelez, quand il y a eu l'épidémie entre 2013 2014 jusqu'à 2016 dans la Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, le Maroc et la Royal Air Maroc étaient la seule compagnie aérienne à continuer à aller dans ces pays. Et on n'a eu aucun cas qui a été introduit au Maroc. Et actuellement, donc, le ministère de la Santé, la Royal Air Maroc, ont réactivé ce plan pour éviter, bien sûr, la réintroduction, ou l'introduction tout simplement, parce qu'on n'a jamais eu Ebola avant. Donc, c'est l'introduction de ce virus au niveau du Maroc. Alors, lorsqu'on voit par exemple le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on voit une liste d'une dizaine de virus qui sont, on va dire, la top liste à observer. Pourquoi? Parce que soit il n'y a pas de traitement, soit on n'a pas suffisamment de données. Donc, dans le top 3, il y a Ebola, mais il y a aussi d'autres virus. Est-ce qu'on a des plans de surveillance de tous ces virus-là? Alors, malheureusement, non. On n'a pas un plan national pour la surveillance de tous les virus. C'est-à-dire on a un plan pour la surveillance des frontières. Je ne parle pas de la surveillance physique, je parle d'un point de vue sécurité sanitaire. Ça, on l'a, on a un plan. Mais on n'a pas de plan, si vous voulez, spécifique pour chaque virus. En fait, ce que font la plupart des pays, ils font ce qu'on appelle un plan de maladies, de prévention de maladies infectieuses émergentes ou réémergentes. Vous parlez de la liste de l'OMS. En fait, la liste de l'OMS, c'est ça. Ce sont les maladies émergentes et réémergentes. Alors, ce plan, bien sûr, premièrement, il se base sur, premièrement, la connaissance de la pathologie. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Les gens qui travaillent au niveau de la direction d'épidémiologie à Rabat connaissent très bien, et on a fait plein de réunions au niveau de la DELM pour ces maladies émergentes et réémergentes. On a travaillé même avec l'OMS, avec d'autres organismes, notamment avec le CDC, pour des plans pour éviter l'introduction de ces maladies au Maroc. Alors, deuxièmement, il y a bien sûr la capacité de diagnostic. Ça, c'est très important pour éviter l'éclosion d'une épidémie. Ça veut dire qu'on peut arrêter au niveau d'un cas. Et là, le Maroc, il a fait un pas, je peux dire, de géant, parce qu'il a actuellement 3 voire 4 laboratoires, ce qu'on appelle P3, P4. C'est des laboratoires très sophistiqués. Le dernier a été inauguré par Sa Majesté au niveau de l'hôpital militaire de Rabat. C'est un laboratoire qui est très sophistiqué dans lequel on peut faire le diagnostic de toutes ces maladies. On a la capacité, ça c'est très important, la capacité du diagnostic. Et bien sûr, le troisième point, c'est le contrôle au niveau des frontières. Chaque fois qu'il y a une alerte de l'OMS, on a un service médical au niveau du contrôle des frontières qui active des procédures pour contrôler, bien sûr, en collaboration avec l'ARAM, parce que l'ARAM, il le fait au niveau des avions qui arrivent des pays où éventuellement on peut avoir des épidémies, mais il y a aussi un plan similaire au niveau terrestre, ça veut dire au niveau de Guergarat et puis au niveau d'autres points d'entrée au Maroc, par exemple les points d'entrée maritimes. Donc, à tous ces niveaux, on a des plans qui nous permettent de détecter rapidement l'entrée ou d'arrêter éventuellement carrément l'entrée quand il y a une suspicion d'un malade avec une maladie grave, comme ce que vous venez de citer. Et puis après, on a un plan pour des procédures très, très, très avancées et très bien précises pour faire face à ce genre de choses.
Alors là, on parle d'Ebola. On va arriver au virus Nipah dans un petit moment, mais restons sur Ebola. Si on devait conclure le dossier Ebola ce soir avec vous, est-ce que le Maroc est suffisamment protégé? Ou on va dire, étendre la question à la planète, est-ce qu'un risque de pandémie est exclu? Alors, oui, on peut parler, on n'aura pas le problème moi, à mon avis, on aura au moins jusqu'à aujourd'hui, vu l'état actuel des choses, on n'aura pas une épidémie similaire au corona. Pourquoi? Parce que, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les malades, le virus Ebola, il tue rapidement. Il tue plus que 70% des personnes qui restent sur place. Donc, ils n'arrivent pas à se déplacer déjà. Premièrement. Deuxièmement, la plupart des temps, quand les épidémies d'Ebola éclatent, souvent c'est en milieu rural, dans des régions très éloignées. Ça a été toujours le cas. Notamment, on peut dire, entre guillemets, que toutes les épidémies d'Ebola qui ont éclaté dans le monde ont éclaté en premier lieu dans l'Afrique subsaharienne. Troisièmement, il y a des équipes très entraînées pour circonscrire rapidement les zones où il y a l'épidémie. Quatrièmement, on a un vaccin actuellement qui est efficace, qui a été utilisé et qui est utilisé depuis 3 ans, 4 ans. Et cinquièmement, le monde scientifique, et puis le monde tout simplement, connaît Ebola et par conséquent, il sait que c'est une maladie qui est mortelle et en général, on fait très attention à Ebola. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire définitivement que le monde, y compris le Maroc, est protégé? Non. On est protégé à 99%, mais reste le 1%, il y a toujours un risque. C'est pourquoi on reste toujours à l'affût, on reste toujours avec un système de veille et de suivi des malades, par exemple, ou des personnes éventuellement malades quand il arrive de certains pays où on a des épidémies. Ok. Alors ça, c'est pour Ebola. Maintenant, l'autre virus dont on entend parler dans les médias, et de manière assez alarmiste, mais justement, je vais vous parler de ces titres qu'on a pu lire, voir dans différents médias, et vous nous dites si, en effet, c'est justifié, au contraire, c'est plutôt du sensationnalisme, surfer sur la vague de la pandémie et de la peur. Alors, par exemple, on a un titre qui dit... alors, virus Nipah, quel est ce redoutable virus émergent? Ça, on peut le lire dans l'édition du mois de janvier du mensuel français de vulgarisation scientifique. Ça s'appelle Science et Vie, c'est un mensuel qui a plus d'une centaine d'années, donc ça reste crédible. Et puis, on a aussi la BBC qui s'est également penchée sur ce même virus au mois de janvier également, avec ce titre qui dit « Cet autre virus qui inquiète l'Asie » pour le virus Nipah. Alors, ce virus Nipah n'est pas nouveau, il est ancien. Plusieurs épidémies ont touché l'Asie, notamment le Bangladesh et l'Inde dans les années 2000. La dernière date de 2018. Est-ce qu'il faut s'inquiéter encore plus en 2021 de ce virus, professeur Chakib Abdel-Fattah? Alors, oui et non. Alors, oui, il faut s'inquiéter parce que quand même, c'est un virus et il est transmis, même s'il est actuellement cantonné en Asie, mais il n'est pas exclu qu'un jour, on va voir l'émergence de petits foyers au niveau d'autres pays. Jusqu'à maintenant, donc depuis 1999, date de la découverte de virus en Malaisie. Nipah d'ailleurs, c'est le nom de la région où il a été découvert en 1999. Le virus en général, qui est un virus qui vit dans les chauves-souris, frigivores, ça veut dire qu'il mange des fruits, restait essentiellement en Australie, en Indonésie, Malaisie, Philippines et je crois quelques îles du Pacifique. On n'a pas décrit d'autres épidémies par ailleurs. En sachant qu'on connaît l'hôte intermédiaire, ça veut dire qu'il passe avant de passer à l'homme par le porc, premièrement. Deuxièmement, 50%, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour Ebola, c'est moins grave mais c'est la même chose, 50% des cas, des cas cliniques, c'est-à-dire des cas des malades qui ont développé le Nipah, ils meurent. C'est un virus qui est mortel. Donc c'est là, je suis d'accord avec Science et Vie qui dit qu'un virus qui inquiète, parce que quand même ça donne 50% de mortalité. Si on a 100 personnes qui sont contaminées, 50 ils vont être enterrés. Donc ça, c'est inquiétant. Alors maintenant, en termes Mais pardon, justement,
Oui. Si vous permettez, professeur, ce titre de Sciences et Vie, c'est « Quel est ce redoutable virus émergent ?» Or, Nipah n'est pas un nouveau virus. On ne parle pas de virus émergent, on parle de virus, vous l'avez dit tout à l'heure, réémergent. Ça veut dire qu'il existe déjà, il n'est pas nouveau. Tout à fait. En fait, c'est un virus qui existe déjà. Alors, bien sûr, ici, le terme émergent, c'est, comme vous venez de le dire, c'est pour la sensation, c'est pour attirer, c'est une accroche, hein, en termes journalistiques, donc pour attirer le lecteur. Mais c'est un virus qu'on connaît très bien depuis 1999, il a été bien étudié, on sait qu'est-ce qu'il donne, il donne une inflammation de cerveau, ce qu'on appelle nous une encéphalite, avec convulsions, coma, etc. On a les moyens pour les diagnostics, on sait diagnostiquer. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, mais on connaît le virus, on connaît la pathologie qui est donnée par le virus. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux cas, mais ça on parle plutôt d'épidémie ou de poussée épidémique que d'émergence. C'est ça. Alors, il faut faire attention quand même à surfer sur cette vague de sensationnalisme avec un sujet aussi épineux, aussi compliqué et délicat que les pandémies. On ne peut plus rigoler avec ce sujet. On vit actuellement une pandémie. Vous en pensez quoi, professeur Chakib, de l'utilisation? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on a été tellement traumatisé psychiquement par l'épidémie de Corona, on n'a pas besoin d'autres traumatismes. Donc, il faut éviter quand même d'utiliser des termes qui sont traumatisants. Parce que les gens, moi, je me rappelle quand ces articles ont circulé, les gens sur les réseaux sociaux, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on ne va pas finir, parce qu'on va terminer avec le corona, on va avoir le Nipah, après peut-être on va avoir d'autres virus, etc. Ça, il faut arrêter avec ça. Hein. Donc, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment délétère, hein. Donc ça entraîne des catastrophes de point de vue psychique, surtout chez certaines personnes qui sont fragiles. C'est ça, c'est pour ça que c'était important. Qui ne connaissent pas très bien le domaine. Ouais. Tout à fait. Mais c'était ça l'intérêt d'en parler avec vous ce soir, professeur. C'est justement en quelque sorte de faire de l'éducation aux médias, prendre l'information mais avec du recul, tempérer, poser la question aux professionnels et voilà, sortir de ce cercle vicieux. On va essayer de conclure avec vous sur une note plus positive. On en est où avec la Covid-19 au Maroc et dans le monde? Pour vous, le bout du tunnel, est-ce qu'il est pour bientôt? Je l'espère. On est relativement content parce que le nombre de cas baisse, le nombre de décès baisse aussi. Aujourd'hui, on a eu 15 décès. On n'est plus dans les 200 cas de décès par jour, bien sûr. Mais il faut faire très attention. On a eu des expériences malheureuses du Brésil, du Portugal, de l'Angleterre, actuellement d'une ville française, Nice. Donc, l'entrée de la nouvelle variante peut faire repartir rapidement l'épidémie. Donc là, je crois qu'il ne faut pas crier victoire. Il faut premièrement se féliciter et remercier chaleureusement en premier lieu la population marocaine parce qu'il a malheureusement eu beaucoup de sacrifices, il a supporté beaucoup de sacrifices et il a suivi les recommandations, notamment ce qui a été dit par rapport aux fêtes de fin d'année, ce qui nous a permis d'éviter des catastrophes. Vous avez vu dans les pays où ça n'a pas été respecté, ils ont même triplé le nombre de cas. Puis, il faut que la population marocaine reste très, très vigilante. Il faut qu'il continue à respecter les mesures barrières, port de masque, distanciation physique et lavage des mains jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. On espère atteindre fin juin ou peut-être 15 juillet, vers 15 juillet. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir pour informer et rassurer nos téléspectateurs. Professeur Abdel Fattah Chakib, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rouch de Casablanca au Maroc. Très très bonne soirée à vous, professeur. Merci à toutes et à tous en régie. Merci Sidi, merci infiniment. Merci à tous en régie. Et puis merci à vous qui nous suivez et qui êtes fidèles à Onzito et à Médien TV. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'application Médien Podcast. Vous y trouverez beaucoup de
podcasts vraiment qui touchent ce qui vous intéresse le plus, que ce soit le sport, les news, la culture, des sujets de société, même de la fiction. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.